Il y a tellement d'informations et d'intox autour du skincare qu'il est difficile de s'y retrouver. D'un côté, il y a les consommateurs qui veulent être acteurs de leur consommation, et de l'autre, il y a l'industrie cosmétique qui communique peu sur son travail. Mon souhait, c'est de créer un lien entre ces deux mondes, car qui de mieux que des experts pour répondre à vos questions? Je suis Alizé Gagnou et vous écoutez Just Lab, le podcast qui redonne la parole aux experts. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va avoir le plaisir d'échanger avec Camille sur la réglementation cosmétique. Bonjour Camille. Bonjour Alizé. Est-ce que tu peux tout d'abord commencer par te présenter? Donc j'ai fait un master master 1 dans la conception de cosmétiques et un master 2 dans le management de projet. Ensuite, comme cet aspect-là, l'aspect réglementaire m'a attiré beaucoup, donc j'ai réussi à trouver un poste au sein d'une marque propre dans le service réglementaire et j'y ai passé 11 belles années. Et du coup, en septembre, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat et de créer donc mon activité de consultante pour aider les jeunes marques ou les marques déjà implantées sur l'aspect réglementaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le rôle du service réglementaire dans une entreprise cosmétique? Alors, on n'est pas forcément le service le plus apprécié, mais on est indispensable et dès qu'il y a une question, ça retombe au service réglementaire. Donc en fait, l'objectif de ce service, c'est vraiment garantir la sécurité du consommateur. C'est vraiment notre objectif, en fait, comme le règlement qui impose certaines obligations pour garantir la sécurité du consommateur, ben, nous c'est pareil, c'est notre ligne directrice en fait. Donc du coup, les cosmétiques sont régis par un règlement européen depuis 2009 et le rôle en fait du service réglementaire intervient tout au long du processus de développement. Donc ça part du labo, donc quand il met au point ses formules pour contrôler les matières premières. Ensuite, on va beaucoup échanger aussi avec le service marketing pour savoir, pour contrôler les étiquetages, pour discuter des allégations possibles ou pas, des tests qui seraient à faire. Ensuite, on est en lien avec l'export aussi, parce que c'est souvent le service réglementaire qui délivre tous les documents nécessaires pour l'exportation des produits ou dès qu'il y a des questions un peu spécifiques sur tel ou tel ingrédient, c'est nous qui apportons les informations. Et après, on suit la durée de vie des produits tout au long, tant qu'ils sont sur le marché. Et du coup, on a ce rôle-là aussi de synthèse et d'analyse et de communication des informations auprès de la direction pour que les décisions soient prises. Par exemple, si jamais il y a un ingrédient qui vient à être interdit, donc il y a des délais pour se mettre en conformité, mais voilà, c'est pas nous, on fait l'analyse, on expose, et ensuite c'est la direction qui choisit, soit de dire le produit on l'oublie parce qu'on va reformuler la gamme, ou alors se dire si on y tient parce que c'est un produit phare, c'est un produit clé, donc on met tout en œuvre pour le reformuler et être à temps pour respecter la réglementation. Donc voilà, on intervient auprès de beaucoup de services. Exactement, c'est vraiment un rôle clé dans l'entreprise. Très bien. Et pour parler vraiment de la sécurité pour le consommateur, est-ce que tu pourrais nous parler des tests qui sont obligatoires pour garantir justement cette sécurité? Alors, quel que soit le produit cosmétique, que ce soit maquillage, hygiène, soins, peu importe, un dentifrice, une poudre, ça reste un produit cosmétique, donc ils sont soumis à la même réglementation. Donc, les tests obligatoires, c'est de s'assurer en fait au niveau déjà microbiologique, si des contaminations via des bactéries sont possibles, donc il y a des tests à réaliser, sauf si bien sûr votre produit est un produit solide ou un produit huileux, donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de possibilité pour les bactéries de se développer, donc mais sinon pour tous les autres, il faut s'assurer de sa sécurité microbiologique. Ensuite, il faut que votre produit soit stable et qu'il soit aussi compatible avec l'emballage que vous avez choisi. Il y a les tests de tolérance, donc tolérance cutanée et ou oculaire en fonction du type de produit. Donc ça, c'est obligatoire. Et ensuite, il y aura l'évaluation de la sécurité par un toxicologue, c'est-à-dire qu'il va analyser
l'ensemble de tous les tests qui ont été faits, donc stabilité, compatibilité, les tests de tolérance, et en fonction des ingrédients, de leur pourcentage, de la zone d'application, de la fréquence, etc., d'utilisation du produit, va estimer si le produit est sûr pour le consommateur ou pas. Donc, dans 99% des cas, si on arrive à cette étape-là, c'est que c'est sûr pour le consommateur. Et ça, donc, c'est le règlement qui l'impose. Et ensuite, il y a des tests qui sont optionnels, optionnels dans le sens où si vous avez des allégations particulières, il faudra le prouver. Vous ne pouvez pas juste vous reposer sur les actifs qui ont été mis et les documents, les argumentaires des fournisseurs d'actifs. Donc, il y aura des tests d'allégations à effectuer en fonction des allégations que vous voulez revendiquer pour vos produits. Exactement. Bah, merci déjà parce que c'est très très bien expliqué et c'est vrai que ça met en avant le fait qu'il y a énormément de tests à faire et ça prend énormément de temps pour développer un produit. Il y a plein de problèmes qui peuvent subvenir à n'importe quel moment. Et c'est vrai qu'une fois qu'un produit est mis sur le marché, normalement on est sûr que il est en tout cas pas dangereux pour le consommateur. Donc, je trouve que c'est très important de le dire. C'est vraiment la ligne directrice. Assurer la sécurité du consommateur et de toute façon, s'il y a les autorités qui viennent vous contrôler, ils vous demandent donc le fameux sésame, le DIP. Et donc dans ce DIP, il y a regroupé tous ces tests-là. Et le sésame, le passeport, je dirais, c'est l'évaluation par le toxicologue. Donc le DIP, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dossier information produit. Maintenant, on va plutôt parler, rentrer dans le sujet du marketing de la peur, parce que c'est un sujet qu'on voit assez régulièrement. Donc, on peut voir des cosmétiques qui vont mettre des allégations, par exemple, sans quelque chose. Ces allégations sans, elles sont bien à petite dose pour vraiment apporter une information bien précise. Parce que si on prend une liste et qu'on met allégation sans sur tout, ça ne veut plus rien dire. Par exemple, sans perturbateur endocrinien. En fait, il n'y a pas de définition officielle. Ils sont en train de travailler, l'Europe est en train de travailler sur ça. Et en plus, il n'y a aucun moyen de doser. Donc celle-ci, clairement, elle est interdite parce qu'on ne peut pas la vérifier. Ensuite, sans les parabènes, en effet, les parabènes ont été réévalués, mais du coup, en effet, c'est une famille. Et donc, du coup, il y a une catégorie qui est autorisée, d'autres qui sont interdits. Et du coup, le fait de tout globaliser, ça dénigre en effet ceux qui sont sûrs pour le consommateur. Donc, du coup, celles-ci ne sont pas autorisées. Et donc, du coup, il y a des allégations, comme tu dis, sans qui sont tolérées, dans la mesure où elles apportent une information utile et importante pour le consommateur. Donc, en fonction de leur mode de vie, leur état de santé, leurs convictions. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire qui c'est qui va déterminer si une matière première est dangereuse ou pas? Alors, donc comme les cosmétiques sont sous un règlement européen, c'est la Commission européenne qui a un dispositif de veille et qui du coup surveille un peu le marché, les ingrédients, les substances et va demander donc des nouvelles analyses sur certains ingrédients. Est-ce que du coup les tests sont effectués sur les animaux? Alors, les tests sur animaux en cosmétiques pour un produit cosmétique sont interdits depuis 2009. Là, je parle vraiment des matières premières. Voilà. Pour les matières premières, en revanche, elles sont encore tolérées dans certains cas à cause du règlement REACH qui implique tout type de substance. Et donc, le règlement REACH peut exiger des tests sur animaux. Alors, en sachant qu'il y a plein de nouvelles méthodes et alternatives qui ont été développées, des méthodes in vitro pour se substituer aux animaux. Mais quelquefois, il est possible mais que sur les ingrédients. Sur les cosmétiques, les produits finis, sur les produits finis cosmétiques, c'est interdit depuis 2009. Après, moi, j'avais quand même lu qu'il pouvait y avoir des tests sur les animaux, mais que si c'était des nouvelles matières premières sur lesquelles on n'avait pas vraiment de recul ou de données. Et parfois, en fait, on utilise des tests qui ont été faits dans l'industrie pharmaceutique qu'on reprend. Du coup, on ne fait pas les tests. Ils se basent sur toutes les données. Donc, quelles que soient, tant qu'elles sont fondées, voilà, ça peut être issu du pharmaceutique parce qu'on a trouvé un intérêt de telle substance en cosmétique, donc ça va être analysé. Donc, ils vont pas redemander des tests si dans la biblio, tout ce qu'ils ont
de disponible comme information. Mais c'est vrai que le règlement REACH, donc qui est sur la sécurité des substances, donc n'importe quelle substance, hein, ça peut être la peinture, Chimique. voilà, ça peut être, c'est toutes les substances chimiques en effet. Donc ça peut être le vernis de votre table, la peinture de la chambre de vos enfants, peu importe. Ils essaient de se baser sur les données existantes, les données aussi des remontées terrain qu'ils ont, les retours. Et après, c'est vrai que c'est surtout dans le cas de nouvelles substances que des tests, s'il n'en existe pas, que des tests sur animaux peuvent être demandés pour que la substance en fait soit autorisée. Ça veut dire quoi, Clean Beauty? Alors en fait, les allégations, donc toutes ces nouvelles allégations, il faut savoir qu'il y a une forte pression des consommateurs, des influenceurs qui se voilà, révèlent scientifiques du jour au lendemain, enfin, des nouvelles tendances aussi, des nouveaux modes de consommation, donc il y a des allégations qui sortent, voilà. Donc c'est vraiment assez fort. Donc il y a une autorité qui régule ça, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP, qui chaque année en fait fait des contrôles et dresse un bilan sur les allégations. Donc c'est la publicité en général, donc ils ont un département pour les cosmétiques. Donc voilà, ils analysent ça. Donc pour revenir à ta question sur la clean beauty, alors il n'y a pas vraiment de définition. Pour moi, c'est pas forcément une allégation, c'est plutôt une influence ou une tendance, mais il n'y a pas de définition. Donc moi, ce que je recommanderais, ça serait plutôt si on veut quelque chose de clean beauty, donc c'est-à-dire clean beauty, ça serait quoi? Quelque chose d'éco-responsable, d'éco-conçu. Ouais. Je pense que dans la tête des gens, c'est que la formule, elle est saine, elle est transparente, on sait ce qu'il y a dedans, parce que c'est ça un peu le problème des consommateurs, c'est qu'ils ont l'impression qu'on met tout et n'importe quoi dans une formule. Et la clean beauty, c'est on met, je pense pas le minimum, mais vraiment chaque Ouais, des ingrédient formules a une minimalistes. utilité et est très safe pour la santé, quoi. Bah, de toute façon, que la formule comprenne 40 ingrédients ou deux, Mm. si elle est sur le marché européen, elle est censée, je dis bien censée parce que voilà, On sait jamais. Mm. mais logiquement, elle doit être sûre pour le consommateur. Mais ça, Voilà. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, De toute ouais, façon. Donc elles ouais. sont sûres. Donc après, est-ce que la clean beauty, c'est le fait d'utiliser des matières un peu plus éco-responsables? Est-ce que la clean beauty, c'est aussi d'avoir des formules minimalistes? Parce il y a les années 90-2000, c'était on en met, même en 2010, plus on met d'ingrédients, mieux ça rassurait le consommateur. Sauf que là, ben, et la tendance est au minimaliste, de faire local, d'être éco-responsable. Enfin voilà, c'est une tendance globale qui impacte les cosmétiques. Et il y a des labels Ouais. qui sont gages de qualité et d'exigence de formulation. Comme par exemple bon, tout ce qui est Cosme Bio et Cosmos, donc ça c'est tout ce qui est bio. Mais après il y a aussi, et vous l'avez aussi, vous le verrez dans le supermarché sur les lessives et sur les produits ménagers, il y a l'écolabel européen qui est aussi un gage de, de, de qualité. Et il y a aussi le nouveau label qui s'appelle Slow Cosmétique. Voilà, il y a plusieurs labels. Donc peut-être, enfin moi l'allégation Clean Beauty, je la comprends pas trop parce qu'il n'y a pas réellement de définition. Mais voilà, si vous voulez des formules, voilà, peut-être se tourner vers des formules minimalistes et ce type de label peut-être. Écolabel, en tout cas, c'est l'écolabel. Là, vous n'avez pas de crainte parce que c'est européen. C'est vraiment un cahier des charges assez important. Donc, s'il y a ça sur vos produits, c'est un gage de qualité. Mais quoi qu'il en soit, tous les produits cosmétiques qui sont mis sur le marché européen doivent être sûrs pour le consommateur. Donc, Très bien. Aussi l'allégation vegan. vegan, il n'y a pas de définition officielle. Selon The Vegan Society, un produit qui ne contient pas d'ingrédients d'origine animale, d'ingrédients testés sur les animaux, ni d'auxiliaires de fabrication d'origine animale, comme par exemple la cire d'abeille, ce genre de produits. Donc, il y a plusieurs labels qui existent. Donc, c'est des labels auxquels vous devez adhérer. Vous devez répondre à leur cahier des charges et eux viennent vous auditer et vous octroient le label ou pas.
J'ai une question un peu plus précise. Alors, je sais que vegan, ça peut être intéressant pour un stick à lèvres parce que sinon on peut mettre de la cire d'abeille dedans, par exemple. Mais tu vois, pour un soin visage, donc à part si tu as un soin visage à la gelée royale, par exemple, ou à la bave d'escargot, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de préciser qu'une crème, qu'un soin cosmétique est vegan? Est-ce que Pour la moi, c'est un majorité argument de vente. est-ce que la majorité des cosmétiques aujourd'hui sont faits avec des matières premières animales? Non, Voilà, ça c'est je pense que c'est minoritaire. important que les gens comprennent. Ouais. C'est très minoritaire parce que, enfin, en tout cas, moi, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, ça représentait, je crois qu'on devait avoir sur les 1000, les 1000 matières premières qu'on avait à peu près, un catalogue, ouais, entre 1000 et 1200, il devait y en avoir 10, quoi. Voilà. Ouais, je Donc, pense que c'est important de le voilà, il y avait la préciser. cire d'abeille qui est connue, il y a la Mm. lanoline parce qu'elle est Oui. issue de la graisse de mouton, il y a du collagène qui peut Marrant. être, Mm. voilà, collagène marin. Il y a quelques produits comme ça, mais c'est vraiment très très faible, quoi. Mm. Donc après, Exactement. voilà, c'est pour moi, c'est un argument de vente. Donc voilà, si ça peut être, enfin, pour moi, c'est comme certaines allégations ou comme certains labels. Voilà, si l'entreprise souhaite aller sur ce terrain-là, ben, il y a 19 labels hein, dans le monde. Donc après, il faut choisir ce- ce- Et, le plus connu, c'est The Vegan Society Trademark. Et en Europe, c'est Eve Vegan. Donc après, voilà, l'entreprise souhaite avoir ce label, ben, il faut qu'elle voilà, adhère, qu'elle paye, hein, parce que clairement, c'est mm. ça. Et après, ben, la société vient vérifier et vous dit, OK, pour ce produit-là, vous pouvez apposer le logo. Mais Et comme il n'y a pas de définition, c'est assez... ouais, c'est flou. c'est Mais c'est vrai assez que vu flou. qu'il y a plus de produits véganes en soi que des produits qui ne sont pas véganes, donc c'est pour ça que cette allégation, donc ça, un argument de vente, alors que bon, c'est pas, enfin, ça paraît évident que les trois quarts des produits sont véganes, quoi. Et ça rejoint aussi un autre critère, enfin, ça me fait penser à autre chose. Souvent, on voit des marques qui apparaissent et qui mettent testé dermatologiquement, non testé sur les animaux, cruelty free. Enfin, ça, je le vois partout. Et c'est pareil, testé dermatologiquement, bah, les produits sont testés de toute façon avant d'être mis sur le marché. Et quand on dit non testé sur les animaux, comme tu disais tout à l'heure, les produits ne sont plus testés sur les animaux depuis longtemps. Mais cette allégation, elle est clairement interdite. Donc voilà. Enfin, des choses qui sont interdites en Mmh, cosmétique et de dire, ah, bah, je mets pas ça dans mon produit. Mais mmh, oui, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est interdit. Donc en fait, ouais. si on commence à revendiquer des allégations des choses qui sont interdites, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que l'allégation non testée sur animaux, elle est interdite, parce que de toute façon, c'est le règlement qui l'impose, ça découle. Donc oui, moi ça c'est un sujet qui m'agace un peu parce que c'est des faux arguments de vente, parce que de toute façon c'est interdit. Mmh, Euh, mmh. et en effet, oui, les consommateurs sont pas forcément bien informés, donc vont être attirés par ce genre de choses en étant rassurés. Mais en fait, rassurez-vous, hein, les produits cosmétiques, quand ils sont sur le marché, ils sont sûrs pour le consommateur, ils sont pas testés sur animaux, ça c'est la base. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange et ce partage. À bientôt. Bonne journée, à bientôt.